Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est bienvenue chez vous, la 14e année, vous le savez, et nous sommes là avec vous, en compagnie aujourd'hui de nombreux invités. Tout à l'heure, à la table d'en face, il y a déjà une certaine ambiance. Nous retrouvons tout à l'heure Françoise Rossineau, forcément avec elle on va parler du livre Sur la place. C'est la 34e saison, et vous allez voir que les invités sont plutôt de marque et très intéressants. On en parlera avec elle tout à l'heure. Jean-Michel Faretra est avec nous également. Roger Kayzel, le président du Conseil économique et social aussi. Et puis à côté de moi, Nicolas Delbarry. Bonjour. Bonjour. Et en face, Daniela, bonjour. Bonjour. On va démarrer par vous parce qu'on s'est dit que ces animaux que vous avez la gentillesse de ramener sur ce plateau aujourd'hui n'allaient pas tenir 52 minutes sous les projos. Donc on s'est dit on va forcément leur donner la vedette. Nicolas, c'est quoi comme race ? Il s'habille d'une race qui s'appelle le Shiba Inu, qui est donc un chien qui vient du Japon. Et celui qu'on voit à l'antenne qui est là-bas, c'est quoi ? Alors ça, madame va pouvoir mieux me répondre. C'est un Shikoku. Shikoku, voilà. Et un chien japonais aussi. Un chien japonais aussi. Mais ils sont beaux, lui on dirait un loup, celui qui est au bout là-bas, on a l'impression que c'est un loup. Oui, c'est un mélange, ça se disait avant au Japon que c'était le loup des montagnes. Ah oui. Il a eu un prix, c'est le prix de beauté. Oui, c'est le champion du monde de Paris. Champion du monde ? Champion du monde 2011, champion du monde 2012. Ah oui, carrément. Oui. Ah oui, mais en tout cas, la boule de poil que vous avez à côté de vous, je la trouve plutôt sympa aussi. Je la garde. Oui, c'est sympa. Il a quel âge Il a 4 mois. 4 mois. On dirait un gros nounours, c'est... Petite pluche. Et puis tout doux, très gentil. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette race de chien que je ne connaissais pas du tout avant de faire cette émission ? Très en contact avec l'homme, ils aiment bien le contact humain. Oui. Assez possessif, je pense, quand même, avec leur maître, assez exclusif. Oui, têtu. Voilà. Têtu, très propre. Très très propre. Vous êtes éleveuse, si j'ose dire, en région, parce que je crois que vous habitez, alors dites-moi si je me trompe, Réchicourt-le-Château, c'est juste ? Oui. Et ça s'appelle Col des Français ? Oui, l'école de français. Voilà, oui. L'école des Français. Oui. Et ça se trouve où, Réchicourt-le-Château ? C'est entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle ? Oui, c'est là où je suis, à l'école de français, c'est le parc régional de Lorraine. Ah oui, d'accord, le parc régional de Lorraine. J'habite dedans la maison d'écluse, dedans dans la réserve forestière. On peut vous trouver facilement sur Internet ? Oui, tout à fait. Alors, si on doit dire à nos amis quelle race, c'est quoi vous m'avez dit tout à l'heure ? Un Shiba Inu. Ça s'écrit comment ça ? C'est H-I-B-A, plus loin, I-N-U. D'accord. Shiba Inu en 2 mots. C'est un chien qui s'adapte facilement, je suppose, à nos régions, du moins que si madame et les élèves ici... Oui, mais bon, c'est un chien qui, à mon avis, est surtout d'extérieur. Il est fait pour vivre dehors, au grand air. Ça va grandir beaucoup ? Il grandit, oui. Comme... Non. Celui que vous avez à vos pieds ? C'est la taille adulte. C'est la taille adulte. D'accord. Moi, j'ai juste une question en entretien. Un chien comme ça demande quoi comme particularité ? C'est un chien primitif. Oui. Donc, un chien primitif, il y a moins de... Comment je pourrais dire Il y a peu de soins, pas de toilettage. Parlez portugais, vous, maintenant ? Ah non, pas du tout. Parce que madame est brésilienne, donc je suis très étonné que d'un seul coup vous traduisiez complètement... dans le monde de l'animaux. D'accord, j'ai bien compris. C'est un vétérinaire, donc il comprend bien ce que je voulais dire. Vous êtes d'où, vous ? Du Brésil, c'est ça ? Brésil, Salvador, Bahia. Ah ouais, carrément. Et vous êtes venu vous installer en Lorraine ? Comme quoi, cette région est une belle région, comme dirait Roger Kayzel. Tout à fait. Tout à fait. Non, il n'y a pas beaucoup de tétien. C'est différent des autres chiens. Il n'y a pas de toilettage. Et ça mange quoi ? Ça mange des croquettes comme tous les chiens ? Croquettes. Alors vous, les vétérinaires, justement, vous nous dites à nous, oui, il faut donner à vos chiens des croquettes. Vous avez déjà vu le regard d'un chien devant la porte d'un réfrigérateur le matin quand on lui donne que des croquettes ? Oui, mais le réfrigérateur est un vrai garde-manger, plein de matières grasses et de mauvais sucre, comme tout un chacun le sait. Et donc la croquette est bien plus équilibrée pour les besoins nutritionnels du chien. On peut lui faire plaisir avec des petits restes, mais ça doit rester un plaisir. C'est comme le chocolat ou les bonbons. Donc faut pas céder, quoi. C'est avec parcimonie. Moi, j'y arrive pas. Faut pas céder. Avec parcimonie. Faut pas céder. C'est ça. C'est ça, voilà. Là, c'est la rentrée. Moi, j'ai juste besoin de savoir. Les chiens sont partis avec leur maître en vacances. Bon, nous, on rentre, c'est normal, on sait que c'est la rentrée, c'est un peu difficile. Est-ce que pour un animal, il sent exactement la même chose ? C'est-à-dire qu'il s'est dit, j'ai passé l'été avec mes maîtres, là, c'est un peu différent. Il peut le sentir, ça ?
Ils ressentent la solitude après 3-4 semaines, voire un peu plus, avec les enfants à la maison, les parents, les allers-retours en vacances. On voit des amis qui ont peut-être même des animaux. Et puis du jour au lendemain, on retrouve le quotidien avec les journées où le chien est seul. Il s'ennuie et il panique un petit peu. Donc parfois, il peut faire des bêtises, déchirer des vêtements, hurler un petit peu, être un petit peu malpropre aussi. C'est pas de la vengeance. C'est sa façon à lui de lui dire j'existe et qu'il vous existe manquez, et qu'il il y a un manque affectif. Donc c'est dingue ça. Oui. Bon, donc sur ce chien, c'est tout. Vous êtes dans quelle veuve? Si on veut trouver des chiens, il y a une saison pour ça ou comment ça marche? Je sais pas du tout comment ça marche. On a des bébés toute l'année, mais on a une attente de réservation d'un an. Il y a déjà 1 an d'attente pour obtenir un chien. Un oui, je peux comprendre. Oui. Mais c'est vrai qu'un nounours comme ça, quand on le voit, en plus là, il est carrément, il vous a adopté. Excusez-moi, mais il dort. J'ai l'impression qu'il fait la sieste. Très tranquille. Et pourtant, on en a eu sur ce plateau des chiens. Celui-là, je trouve qu'il est vraiment très calme. Il est plutôt calme. Merci d'être venu nous présenter ces chiens, parce que honnêtement, je ne connaissais pas ces chiens japonais, et savoir que nous avons en Lorraine donc un élevage de chiens japonais, c'est toi, vous le saviez? Non, pas du tout. Oui, on a appris des choses. Il y a peu d'élevage par ici, et c'est très bien d'avoir ce genre de race. Oui, en fait, je ne fais pas de la pub. Vous ne faites pas de la pub? Non, c'est la première fois. Nous, c'est de l'info, là, ça tombe bien. Oui, c'est différent. Je vais faire sélectionner la clientèle. Maintenant, on va parler d'autre chose avec vous qui êtes brésilienne. Oui. La danse, ça vous connaît, ça? Ah oui. Dans votre pays, c'est plutôt la samba. Oui. C'est plutôt quoi encore? La samba, la capoeira. Ah oui, ça un aussi. art, c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie, oui. Je ferai jamais à mon âge. De la musique, on a de la bonne musique. Oui, de la bonne musique. Mais quand vous regardez un peu les danses un peu style valse, les tangos, tout ça, ça vous parle ou vous préférez votre musique à danser qui est plus festive? Je préfère plus les styles bossa nova. Bossa nova. Jazz. Est-ce que j'ai du bossa nova? J'ai pas de bossa nova. C'est plus... Valse polka, vous direz que ça va pour aujourd'hui? Oui. Ah, ben voilà. Valse polka et crinoline, c'est notre enchaînement. On va retrouver nos prochains invités. Nous allons partir du côté du Parc du Luxembourg à Paris. Regardez, vous le voyez comme moi sur ces images, en danse. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la valse, la polka et les crinolines sont de bonne tenue. Nous avons avec nous des danseurs, c'est l'association Carnet de Bal. Ils s'entraînent maintenant régulièrement en plein air et figurez-vous que ça ne désemplit pas. Cet été, c'était plein craqué et ça continue. Le président nous explique pourquoi. Depuis quelques années, il y a vraiment un engouement pour ces nouvelles danses. Que ce soit les danses de salsa ou autres, bien sûr, mais également pour les retours aux danses de salon comme l'on faisait à Paris, pour ces grands bals qu'il y avait encore dans les années 50. Ce sont des musiques très entraînantes, des danses de société où chacun évolue, chacun échange sa cavalière. C'est quelque chose de très très joyeux et c'est une vraie parenthèse de plaisir dans l'existence. Et voilà, cette fois-ci, on est à l'autre table et on salue Françoise Rossineau. Bonjour. Bonjour. Merci. Comme chaque année, vous venez nous présenter la nouvelle saison du Livre sur la place, la 34e cette fois-ci. Et on va en parler dans quelques secondes avec Roger Quézel, que je salue aussi. Bonjour Roger. Merci d'être avec nous. Bonjour Roger. Et Jean-Michel Faretra, coiffeur de star à Paris. Bonjour à tous. Et Lorrain de cœur, j'espère. Et de plus que de cœur. Roger peut en témoigner. C'est un vrai Lorrain. Il aime le FCMS et la SNL? Bien sûr. Donc c'est un vrai Lorrain. Ouais. Exactement. D'accord. Je dis ça parce que si Françoise est là que je ne parle pas de Nancy, parce que d'habitude vous deux vous me parlez plutôt du FCMS. Oui, mais là vous êtes dans vos petits souliers parce que FCMS, Françoise est là. Hein. Parce que bon, tout va bien l'Est Nancy-Lorraine. Ah non, mais laissez-vous aller. Hein. Ça ne pose aucun problème. On aime aussi l'Est Nancy-Lorraine. Puis bon, sans Liga. Puis on est Lorrain, hein, point c'est tout. Exactement. Et nous on va y aller bientôt. Absolument. Metz va y aller, il va remonter là. Oui. Hein, vous sentez ça bien. Enfin, mais Nancy ne va pas descendre non plus, donc on aura 2 clubs en Liga. Voilà. Vous êtes bien tous les deux quand vous parlez de football. Ah, on est bien. On aime ça. On va parler de littérature maintenant. Donc, le 34e salon, je te jure, la 34e saison, devrais-je dire, du Livre sur la place commence le 14 septembre. Je dois dire, Françoise, que vous avez une très, très belle programmation. La présidente cette année, donc? Alors, la présidente, c'est Amélie Nothomb, qui vient fêter à Nancy ses 20 ans de succès. Elle vient de publier son 21e roman, Barbe Bleue. Et en 20 ans, elle a été traduite en plus de 46 langues, plus de 15 millions de livres vendus. Ce qui est assez incroyable, c'est que sur tous les continents, il y a des colloques consacrés à son œuvre, à son univers. C'est très, très particulier. Elle a des fans partout.
Tous les jours, j'ai des mails. Elle a des fans qui vont venir de Bordeaux, de Nice. Qu'elle considère comme ses amis. Oui, c'est dingue, tout à fait étonnant. Donc c'est Amélie qui n'a jamais présidé un salon et qui nous fait la joie, elle qui est Lorraine belge, oui, j'ai lu ça. de venir à Nancy présider le livre sur la place. 550 auteurs seront présents pour, on va dire, à peu près 4 jours 3 jours, avec on fait une soirée, on a grâce à un partenariat avec France Télévisions, une soirée en avant-première de la Chartreuse de Parme. Donc on va commencer avec Stendhal, finir le dimanche au moment où le chapiteau fermera avec Flaubert, puisque Jacques Weber à l'Opéra aura une grande lecture sur les textes de Flaubert qui accompagnent sa vie. Et au milieu, j'espère que nous aurons à peu près tous les grands noms qui vont marquer la rentrée littéraire, une centaine de débats. Sur les 550 auteurs, plus de 100 vont être en débat, entretien, lecture. Forcément, vous êtes au cœur du système, donc vous avez vécu ce livre sur la place année après année. Aujourd'hui, avec le recul, vous devez quand même être contente de ce travail. Parce que quand on en parle avec Roger ou avec Jean-Michel ou avec nos amis téléspectateurs, c'est une vraie réussite, le livre sur la place. Écoutez, je l'espère. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, où tout le monde dit que le livre est en danger, c'est qu'il y ait de plus en plus de salons littéraires qui soient là pour que le lien se fasse entre écrivains et lecteurs. Et c'est un salon où on vend beaucoup de livres et où il y a un vrai dialogue. On a quelques images de l'année dernière parce que nous étions venus. On a eu la chance de rencontrer, grâce à vous, Éric Emmanuel Schmitt. Alors là aussi, quel auteur, quoi. C'est-à-dire que il est formidable. Voilà, en face de nous, on ne sait pas par quel bout on peut vraiment discuter parce qu'il est multitâche. Et alors, il ne sera pas là au moment du livre sur la place parce qu'il n'a pas d'actualité littéraire. Par contre, il sera salle Poirel en octobre avec son spectacle autour de ma vie avec Mozart. Et c'est magnifique. C'est vrai que c'est quelqu'un... Là, on voyait Frédéric Mitterrand. Cette année, ce sera Aurélie Filippetti, notre ministre Lorraine de la Culture, sera là donc pour inaugurer avec vous le livre. Oui, alors Aurélie Filippetti, qui est peut-être là comme romancière même avant d'être ministre, puisque c'est au livre sur la place qu'elle a dédicacé toute jeune romancière les derniers jours de la classe ouvrière. Et donc, elle revient... C'est d'ailleurs très amusant parce que Philippe Claudel, que j'ai eu hier au téléphone, me disait écoute, c'est moi qui ai présenté Aurélie Filippetti sous le chapiteau au libraire, qui lui ai présenté la manifestation. Et aujourd'hui, Philippe Claudel est à l'Académie Goncourt, Aurélie Filippetti est ministre. Vive les Lorrains. Hein. Oui. Alors là, on voit des images. C'était l'année dernière, c'était les festivités de l'an dernier. Chaque année, il y a d'autres choses à voir. Je vois que dans l'image, notre ami Legge est avec nous. Bonjour, monsieur Legge, ça va bien ? On va parler avec vous tout à l'heure du miel et des abeilles. Là aussi, il y a beaucoup à dire et ça fait partie de la vie. Je vous ai découvert dans le décor. Soyez le bienvenu. Je viendrai vous voir tout à l'heure, bien sûr. Juste une petite question importante. Roger, vous avez un point commun avec Amélie Nothomb et la famille Nothomb ? Je connais bien son oncle, parce que c'est Charles-Ferdinand Nothomb, qui a été un très grand ministre, d'ailleurs belge, européen, très pro-européen. Et je travaille avec lui dans l'Institut de la Grande Région, et pour tout vous dire... C'est un point commun avec mon mari. Vous êtes tous les deux des amis de l'oncle d'Amélie. Donc, voilà, ils sont tout près d'ici, d'Arlon, d'Abbé-la-Neuve. Voilà, et donc je travaille avec lui à l'Institut de la Grande Région, et donc je devrais même devenir le président. Voilà. Pardon ? Je devrais même succéder à Charles-Ferdinand Nothomb. Oui, voilà. Oui, parce que... Je suis très fier. Oui, parce que, chose que Roger ne vous dira pas, mais nous sommes dans une semaine très importante pour Roger, parce qu'à la fin de la semaine, Roger, vous allez avoir une très jolie distinction. Oui, voilà. Parce que la Légion d'honneur, c'est quand même... c'est le Cébesque. Très jolie distinction. Elle est méritée. C'est le Cébesque. Non, mais elle est méritée, et ça nous fait bien plaisir. Oui, nous, en tout cas, on pense que vous la méritez depuis très longtemps. C'est gentil. Donc, il y a un moment donné où il fallait que vous l'ayez. Vous l'avez, on est ravis. Je voudrais juste revenir avec vous. Donc, on l'a vu, il y a aussi des liens qui se font avec vous et des auteurs. Par exemple, quelqu'un comme Bernard Pivot, c'est devenu presque un ami, non, pour vous ? Ah, oui, c'est effectivement un ami pour moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je retrouve chaque année. Et puis chaque matin sur Twitter, nous en parlions tout à l'heure avec Roger. Ah, ça y est, vous tweetez alors. On tweet. Vous savez que le phénomène Pivot sur Twitter est très exceptionnel. Quand Pivot est arrivé sur Twitter, tout le monde a pensé que c'était un faux, un fake. Ah oui. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que c'était lui. En une semaine, il a eu plus de 10 000 followers. Ah oui. Aujourd'hui, il en a
70 000. Et le matin, 70 000 personnes commencent, Roger aussi, commencent la matinée avec les tweets de Bernard. Oui. Et j'ai la chance qu'ils me suivent aussi, donc ça me permet, toutes les semaines, on se fait des petits mots. Tout le monde est sur tweet en ce moment. J'ai un paquet de tweets dans mon bureau. Si je faisais le tour de tous les tweets, je pense que je ne bosserais plus. Mais c'est dingue. Le livre sur la place aussi est sur Twitter. Ça, j'ai vu. Mais j'ai vu le vôtre aussi, Françoise. Un hommage à Robert Sabatier, ça c'est largement mérité aussi. Alors, juste un petit mot encore sur Bernard Pivot pour dire qu'il est en entretien le samedi après-midi à l'Hôtel de Ville. Oui, c'est ça, voilà. Absolument. Alors oui, Robert Sabatier, bien sûr, c'était un grand ami de Nancy. Les Nancéens l'ont vu pendant des années avec sa pipe aux terrasses de la place Stanislas. Il aimait beaucoup Nancy, c'était un ami fidèle. Et le samedi matin, au terme d'un débat, les Goncourt parlent de l'Académie. Et avant la remise du Goncourt de la biographie, il y aura des poèmes de Robert Sabatier qui seront lus par Michel Didim, directeur du Centre dramatique national. Robert est très très connu comme romancier. C'était aussi un grand poète avec une anthologie en 10 tomes de la poésie française qui est fabuleuse. Alors on rappelle que c'est gratuit. Moi, pour l'avoir tout est gratuit. Oui. Pour l'avoir vécu l'année dernière, les auteurs sont très facilement, si j'ose dire, touchables. C'est-à-dire qu'on peut échanger avec eux, ce qui est rare parce que d'habitude, ils sont toujours protégés. Et là, on a un accès assez sympathique. Je crois qu'il y a une ambiance au livre sur la place. Il y a une espèce de bonheur qui est apporté par le livre. On essaye de conduire le livre là où il n'est pas, partout dans l'agglomération, de transformer des entrées d'immeubles en bibliothèque. Et puis cette année, je voudrais le dire parce que c'est assez exceptionnel, dans le péristyle du Palais du Gouvernement, le musée des lettres et manuscrits nous présente une exposition formidable avec des lettres de Van Gogh, de Beethoven, de Verlaine, le Messin, de Hugo, une vitrine science avec Pasteur, Marie Curie, une vitrine consacrée à Émile Gallet, des manuscrits, évidemment, les manuscrits vont avec le livre sur la place. Ce que je vais faire, François, je ne vais pas pouvoir donner la liste de tous les auteurs. Je le comprends, mais... Non, je ne peux pas. Non, on peut essayer si vous voulez. On peut essayer. Allez-y tous les deux si vous êtes si malin, allez-y. Moi je n'y arriverai pas parce que la liste est longue. La liste est longue. On va en donner 5 comme ça. Bon, Amélie Nothomb, c'est sûr. Philippe Claudel, c'est sûr. Oui, Michel Serres, Françoise Héritier, les frères Bogdanov, Hervé Guéquière, qui sort un livre racontant l'ex-otage. Voilà, en Afghanistan, Jean-Marie Roire, Olivier Adam, Marc Duguin. On parle beaucoup d'Olivier Adam en ce moment. Oui, c'est à mon avis, là, il y a surveillé quelque chose à ce niveau-là. Amine Malouf, nous avons 3 académiciens, beaucoup aussi consacrés aux enfants. Une journée scolaire très dense, plus de 1500 enfants seront là vendredi, mais en dehors de cela, des rendez-vous le samedi et le dimanche pour tous les âges. Par exemple, le samedi matin et le dimanche matin, un rendez-vous autour des 10 ans de Lulu Vroumette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Lulu Vroumette. Franchement pas. Il faut que je vous raconte. Lulu Vroumette, c'est un livre pour enfants, 5-8 ans, de Daniel Picouli, qui a été adapté en dessin animé, qui passe tous les matins sur France 5. Et Daniel, l'illustrateur, les comédiennes qui font les voix de Lulu en dessin animé, des avant-premières de dessins animés seront présentées et il y aura le samedi matin comme le dimanche matin des rencontres pour les enfants et les parents à la préfecture. Parce que ce que je à la préfecture, maintenant vous allez jusqu'à... En plus, voilà. Bientôt ils seront plus chez eux du tout. Merci monsieur le préfet, on a un préfet formidable. Et pendant les 3 jours, il nous confie les salons de la préfecture. Donc une programmation très amplifiée avec 6 grands lieux de programmation: opéra, hôtel de ville, préfecture, palais du gouvernement, forum littéraire et une petite programmation très légère que l'on a installée sous l'Arqueret, où le samedi après-midi et le dimanche après-midi, tous les quarts d'heure, des écrivains viendront parler de leurs livres. Sous quoi, pardon ? Sous l'Arqueret. L'Arqueret relie la place Stanislas à la place de la Carrière. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Donc, des écrivains viendront parler de leurs livres pendant que le public boira un café en attendant d'aller sous le chapiteau. Donc, si vous voulez la liste de tous les auteurs, parce que forcément, il y aura votre auteur préféré dans cette liste, vous allez sur le site
site. Hein. Vous prenez le livre sur la place, c'est ce que j'ai fait. Et puis vous avez tout ce qu'il faut. Le programme complet y est, vous pouvez le télécharger. En attendant, maintenant. Ça donne envie d'y aller. Vraiment. Et je voudrais dire aussi que toute l'illustration, l'affiche, marque-page, etc., ont été faites par Joran Gertner, qui est un artiste nancéen, mais internationalement connu, qui est celui qui, l'an dernier, a fait la frise du centenaire de Gallimard. Et donc c'était évident qu'on avait envie de le faire travailler et on est très très honoré qu'il ait accepté de... Je vais vous emmener maintenant en Italie et à Venise, vous me direz ce que vous en pensez, une tour géante que le célèbre couturier français Pierre Cardin souhaite édifier à Venise. Bon, cet édifice, j'ose dire, commence à faire des vagues dans la lagune parce que c'est un édifice qui ferait 255 mètres de haut, 65 étages, à projet finalement de réunir un complexe hôtelier, culturel, sportif qui ne fait pas forcément l'unanimité. Je vous propose de regarder ce reportage et qu'on en parle juste après. Il n'est pas encore sorti de terre qu'il fait déjà beaucoup parler de lui. Le Palais Lumière, invention du célèbre couturier français Pierre Cardin, devrait voir le jour ici, à quelques kilomètres de Venise. Et c'est bien ce qui pose problème. Avec ses quelques 255 mètres de haut, la tour fait peur à certains habitants de la Sérénissime. Pas à l'infatigable monsieur Cardin, 90 ans, habitué à la contestation. Vous l'avez vu le Palais Bulle ? Oui. À Cannes. On voulait que je rase. J'ai insisté, mettez-moi en prison et puis on verra après. Ils m'ont maintenant une demande monument historique. Hôtel, appartements, installations sportives, en tout cette ville verticale installée sur les friches du port industriel de Venise fera 250 000 mètres carrés. Là, ce sera mon appartement. Près du ciel. Le Palais Lumière sera respectueux de l'environnement, comme l'a promis M. Cardin, qui entend dépolluer cette ancienne zone industrielle. En tout, le projet pourrait donner du travail à 5000 personnes. Une aubaine pour des milliers d'ouvriers qui ont perdu leur emploi ces dernières années à cause de la fermeture de l'usine pétrochimique de Porto Marghera. C'est un projet intéressant qui peut marquer un moment de reprise, de renouveau du tissu urbain. C'est un signe d'innovation. Un argument loin de convaincre les Vénitiens attachés à l'architecture ancienne. Ils redoutent entre autres que le Palais Lumière ne vienne gâcher la ligne d'horizon de la ville. Tout le monde ne peut pas arriver comme cela et décider de faire quelque chose qui n'a aucun sens. Venise mérite d'être respectée. C'est une ville qui a 1000 ans d'histoire. La construction du Palais Lumière devrait coûter entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros. Les premiers heureux propriétaires pourraient emménager dans 3 ans si tout se passe comme prévu. Il faudra pour cela qu'ils déboursent environ 2 millions d'euros pour un appartement de 100 mètres carrés. Vous en pensez quoi ? On s'est regardé tout à l'heure, tous les deux. Je crois que c'est pas le Venise que je préfère. Moi non plus. J'aime mieux la douane de mer avec Jean d'Ormesson, moi, à Venise. Ouais, moi je suis partagé. Ça me paraît un peu culotté quand même. Ceci étant, une ville comme Londres a aussi des tours comme ça, et après tout, elle n'est pas défigurée non plus complètement. Elle a gardé son cachet, je sais pas. Mais j'ai quand même l'impression que ça se fera pas, ce truc-là. Ouais. J'ai l'impression que c'est quand même compliqué. Hein. Ah ouais. Oui. Il aurait été jusque-là pour. Je prends presque les paris que ça se fera pas, difficilement. Bon, mais maintenant nous allons, si vous voulez bien, en parler de Pierre Cardin. Il n'y a qu'un pas avant de laisser Françoise repartir, parce que je suppose que ça demande un max de préparation, tout cela. On va juste faire encore tendance avec vous, Jean-Michel. Exactement. Et aujourd'hui, on parle de... Alors, on va avoir 3 sujets. Le premier sujet sera consacré au jeu de hanche. Alors, c'est quoi le jeu de hanche ? Ce sont les demande qu'à voir, tu penses bien. Si tu nous mets l'eau à la bouche comme ça, là, Florent, derrière, tu as un large sourire, nous aussi. Voilà. C'est japonais. Non, c'est pas japonais du tout. Le jeu de hanche, c'est tout simplement... Mon Dieu. C'est tout simplement les créateurs qui mettent en valeur, par rapport à leur graphisme de certains stylismes, les hanches de ces jolies dames. Je pense qu'on est tous compris autour de cette table. Même moi. Même, on va regarder. Alors nous allons découvrir parmi d'autres grandes marques la veste barre de Christian Dior, qui ressemble par exemple à un vêtement parfait. On dit que c'est un vêtement parfait. C'est quoi un vêtement parfait ? Vous allez voir tout de suite sur les images. Okay. Les volumes ont toujours fait leur effet sur les vêtements de créateurs, et pour la saison prochaine, c'est au tour des hanches de se retrouver mises en valeur par des effets de matière et de nouvelles dimensions. Je voulais définir la silhouette déjà de loin, qu'on puisse la comprendre.
Donc de définir la taille, voilà. Je voulais qu'en fait ce soit des dessins de gamins. Tu fais un triangle, tu fais un rond et tu as ta silhouette. Avec ses finitions tout en rondeur, la veste barre de Christian Dior reste l'exemple du vêtement parfait et de nombreux créateurs semblent s'en inspirer. Chez Lanvin, Albert Elbaz en joue en créant des vagues sur des tops et des robes. Pour Thom Browne, il s'agit d'expérimentations nouvelles. J'ai vraiment voulu prendre les différentes parties du corps et les exagérer. Je n'ai pas voulu choisir l'option facile et remplir les parties, mais plutôt les construire de la façon dont le corps a été fait. Bien sûr, dans une moindre mesure, vous pouvez choisir des mini-basques sur les bustiers et robes très réussies chez Versace. Osez même aller un peu plus loin, en transposant ces jeux de proportions sur les fourreaux du soir. Votre avis, je sais pas, par exemple en tant que fan. Et ça, j'aime bien. Hein, pas mal, vous avez hein. beaucoup de chance. Eh ben oui, on a de la chance, mais en même temps, sur les images, vous voyez quand même que chaque année, les créateurs mettent en valeur une partie de la silhouette. L'année dernière, c'était plus au niveau des épaules, et cette fois-ci, c'est au niveau des hanches. Ça ne nous déplaît pas. C'est une belle entrée. Je trouve que ça donne une excellente ligne, une très belle ligne. C'est chic, élégant, c'est très joli. Ça vous plaît Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, si tu le mets en évidence, c'est que c'est bien. Ah, Roger. Ce Roger. Là, la grande classe quand même. Je vais enchaîner avec le deuxième sujet. Si vous voulez bien, justement, je m'adresse à vous Jean-Luc aussi. Tout d'abord, quelle est votre couleur préférée quand vous choisissez un vêtement? Pour un achat ou vous avez toutes et tous peut-être le rouge, non, Françoise? Je mets souvent du rouge, mais j'aime bien le bleu. Alors, le rouge, on m'a toujours dit que c'était très positif. Quelqu'un qui porte du rouge, c'est un rayonnement positif. C'est ça. Et puis avec Amélie, c'est forcément du rouge et du noir. Là. Alors, c'est une couleur sanguine, le rouge. J'avais pas été jusque-là. Oula, Stendhal pour commencer là. J'avais pas été jusque-là. Non, moi c'est Jeanne Masse. Ah, moi chacun ses héros. Jean-Luc, vous? Moi, je suis souvent du bleu, donc c'est vrai que je suis plutôt bleu. Roger? Écoute, moi, c'est surtout ma femme qui s'occupe de ça, très sincèrement. Toi, tu mets comme ça de confiance. Oui. Donc tu pourrais mettre un truc un matin, on te dirait, mais Roger, non, mais elle a meilleur goût que moi quand même. Tu te laisses guider. Je me laisse guider, oui. Ok. Et toi, Jean-Mi? Moi, j'essaie de suivre un petit peu la tendance, mais justement, il faut faire très attention avec les couleurs, parce que parfois on a envie d'une couleur, mais quand on la porte, au niveau du teint, c'est pas terrible. Donc justement, c'était simplement les couleurs jouent sur le teint. Pour vous. Oui, absolument. Les moi, le jaune, ça me va pas du tout. Le jaune, c'est pas possible sur certaines pigmentations ou certaines couleurs de yeux. Hein, par exemple, des couleurs claires, vous pouvez très bien porter le bleu, mais le jaune, c'est juste pas possible. C'est drôle ça. Ouais, c'est très drôle. Donc tout ça pour en dire que cet automne-hiver 2012-2013, il y aura une couleur à retenir, c'est bien l'orange. L'orange, on la retrouve chez la plupart de nos créateurs, Calvin Klein, avec aussi, nous avons Lanvin Albert Elbaz. Nous avons Versace, alors optez pour l'orange. Attention aussi au mélange trop éblouissant, parce que l'orange c'est bien, mais il ne faut surtout pas en abuser, surtout dans les mélanges. Les couleurs de l'été jouent les prolongations et s'il y en a une à retenir pour l'hiver prochain, c'est bien l'orange. Une tonalité déjà présente les saisons dernières mais qui revient comme une valeur indispensable pour l'automne. En se basant sur les éléments naturels comme les variations du soleil et les couleurs autour de la terre et des feuilles, les créateurs font de l'orange leur nouvelle option favorite. Alors que Proenza Schuller travaille ses effets de matière autour de cette palette, Takun ose le total look. Calvin Klein y ajoute de la douceur dans ses robes architecturales.
Tandis qu'Alper Elbaz, chez Lanvin, opte pour un orange plus vif. Donatella Versace joue avec l'orange en y ajoutant des strass et en le proposant dans une version habillée pour le soir. De même pour Armani, qui ose marier pour la première fois l'orange à des tonalités proches et étonnantes comme le rose et le rouge. Attention toutefois au mélange trop éblouissant. L'avantage de ça, c'est qu'on aura peut-être un hiver pas trop noir et gris, parce que souvent, si on peut mettre un peu de couleur dans tout ça, il faut voir comme le bon côté des choses. En fait, l'orange, on l'a déjà vu ce printemps-été, et il nous poursuit pour cet automne-hiver, et comme vous dites, je trouve ça plutôt bien, avoir un petit peu de couleur. Et il faut savoir une chose, c'est que l'orange, il faut toujours en avoir un petit peu chez soi, puisque c'est une couleur vitaminée, évidemment, hein, comme le nom l'indique, et en plus, ça crée vraiment une énergie positive. Vous qui êtes coiffeur, c'est quoi la tendance rentrée coiffure pour les femmes dans un premier temps ? Alors bon, on voit quand même pas mal de cheveux longs, ça a du mal à partir, hein, le cheveu long, la raie au milieu, le cheveu long, le blond aussi, et beaucoup d'actualité. Voilà. Ça vous dérange ? C'est pas bien ? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, non, ça a l'air de me déranger. Non, mais les cheveux longs, le blond. Oui. Le blond, on est bien. Et en quoi c'est pas bien ? J'ai pas dit que c'est pas bien. Non, Roger, il vient de dire que c'était la tendance de la rentrée. Voilà, le monsieur. Non, Roger dit ça parce qu'il n'est pas blond et qu'il n'a pas la raie au milieu. C'est tout. Et pourquoi vous cachez vos cheveux ? Parce que j'en ai pas. Voilà, donc moi j'ai pas la raie au milieu, les cheveux blonds. Maintenant, pour revenir à la tendance chez les hommes, on coupe de plus en plus les cheveux courts chez les hommes. Fut un temps où on a eu des cheveux longs, maintenant on revient au court. Dernier sujet, Jean-Mi ? Alors, il y a le mot man dans chaque woman. Oh. Ah oui, c'est une citation de la créatrice Donna Karan, justement, qui nous dit que, pour info, mesdames, la saison prochaine, la tendance vous proposera le tailleur pantalon. Le pantalon large, le tout coordonné avec une veste plus cintrée et même ceinturée. Autre choix possible sur le pantalon court, le pantin court est aussi de retour. On l'a vu aussi cet été dans les collections masculines et féminines. Cet hiver, le pantalon est de retour. On regarde. Le tailleur pantalon reste une des pièces phares des défilés et devient l'objet de désir pour de nombreuses working girls et autres femmes fatales. Pour la saison prochaine, de nouvelles options apparaissent dans ce jeu de masculin-féminin, comme le pantalon large, coordonné à une veste plus cintrée, voire même ceinturée. Le garçon rencontre de nouveau la fille. On parle par exemple presque d'un pull d'une écolière qui a été masculinisé. En fait, on continue de jouer avec le langage Stella cette saison. Deuxième choix possible, le pantalon plus court qui fait un grand comeback. Avec une coupe plus près du corps, la cheville est désormais dégagée et les chaussures mises en valeur. Une fois que le bas est bien choisi, le tailleur permet aussi de pouvoir jouer autour de la veste. Plus graphique, plus précieuse, elle devient l'élément sur lequel les créateurs osent l'originalité. Il y a le mot man dans chaque woman et cela concerne bien sûr beaucoup les combinaisons, les pantalons et les vestes. Cela a un aspect masculin mais réalisé d'une façon très moderne. Bien sûr, le costume 3 pièces continue de faire fantasmer et n'est plus uniquement une affaire d'hommes. On n'est pas d'accord là-dessus ? Parce que forcément, on en parle, on regarde et on commente forcément. Il y a des mots qu'on a aimés, d'autres moins, etc. Non, et en plus, la réflexion était tout à fait juste. Jean-Luc nous disait que pour porter du tailleur pantalon, effectivement, le côté cheveux longs féminin... Ça va. Mais cheveux courts féminins sur un
Pantalon on l'a vu dans les années 70, on l'a vu des cheveux très courts avec des tailleurs pantalons dans les années 70. Par exemple. Oh, ce Roger, tous les posters qu'il avait dans sa chambre. Catherine Deneuve en tailleur pantalon Saint-Laurent. Grande classe. C'était quand même. Grande classe. Nous allons, Françoise, vous remercier d'avoir pris un peu de temps pour nous. Merci Jean-Luc, c'est moi qui vous remercie. Plein de bonnes choses à partir du 14 septembre. Donc, le livre Sur la place, c'est la 34e saison. Nous, on va parler miel et abeilles dans quelques secondes avec Florent qui nous attend. C'est pas une très bonne année. 2012, on ne va pas dire que c'est la meilleure année pour le miel. Je vais me dire pourquoi. J'espère qu'il n'est pas en colère et qu'il ne va pas nous ouvrir. Je pense qu'il est en colère. Il est temps que je m'en aille. Allez, après la pub. Merci.